Bonjour à tous, je suis Léo Lichtenvoet et je suis heureux de vous retrouver pour une seconde saison d'Acropole. Émission mensuelle plus longue, format supplémentaire, équipe élargie et diffusion sur les ondes de radio. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Acropole, le podcast qui décrypte les grandes questions politiques européennes. L'Europe ne se fera pas d'un coup. L'Europe. Lang lebe Europa, long live Europe, vive l'Europe. Les institutions européennes ont fait leur rentrée. Les eurodéputés, notamment, ont retrouvé les sièges de l'hémicycle strasbourgeois. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s'y était d'ailleurs rendue en septembre pour prononcer son discours annuel sur l'état de l'Union. Les eurodéputés, quant à eux, y sont retournés pour une plénière au début du mois d'octobre. Arnaud Vercherin était sur place et fera le bilan de ces événements dans sa couverture de l'actualité des institutions européennes. Dans le reste de l'actualité, la France a fait appel au soutien politique des 27 après la rupture par l'Australie d'un contrat d'armement au profit d'un autre contrat avec les États-Unis. Cette solidarité européenne en la matière peine pourtant à voir le jour. Jean-Christophe Amoir nous en parlera dans sa chronique géopolitique. Au sein de l'Union, le conflit entre la Pologne et la Commission au sujet de la primauté du droit européen a été l'occasion pour les souverainistes de droite comme de gauche de tous les pays d'appeler une nouvelle fois à plus de souveraineté nationale. Un discours qui n'est pas nouveau. Baptiste Gauthet, chroniqueur Histoire pour Acropole, nous présentera le premier épisode d'une série de chroniques historiques sur les critiques de l'idée européenne depuis le milieu du XIXe siècle. Enfin, la principale actualité politique s'est déroulée en Allemagne, où les élections fédérales du 26 septembre ont vu la victoire des sociaux-démocrates. C'est une page qui se tourne avec le départ d'Angela Merkel, au pouvoir depuis 2005. C'est au bilan de l'ère Merkel que nous allons nous intéresser tout de suite, avec l'aimable contribution de Madame Marie Krpata, chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes de l'IFRI. Née en 1954 à Hambourg, Angela Merkel grandit en Allemagne de l'Est. Enfant discrète mais heureuse, la politique ne faisait pas partie de ses plans. Elle se dirige vers une formation scientifique et devient physicienne à Berlin-Est, le monde scientifique étant relativement épargné par l'autoritarisme socialiste de la RDA. Cette première vie, avant son lancement en politique à la chute du mur, a forgé le personnage que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de voir que c'est une fille de pasteur, qu'elle est née en fait à Hambourg, mais qu'elle a grandi en Europe de l'Est et qu'elle est physicienne, donc elle est scientifique. Effectivement, on lui reconnaît des talents d'analyste du fait de cette expérience scientifique et qu'on lui reconnaît aussi cet intérêt pour l'Europe centrale et orientale, sa connaissance aussi du régime soviétique, de la Russie, du fait d'avoir passé une partie de son enfance effectivement en Allemagne de l'Est. En 1990, elle est nommée porte-parole du dernier dirigeant de la RDA, Lothar de Maizière. Elle intègre à la réunification la CDU d'Helmut Kohl, qui deviendra son mentor, et devient ministre dans le premier gouvernement de l'Allemagne réunifiée. S'en suivront 15 années d'ascension politique, qui la porteront en 2000 à la tête de son parti, et en 2005 au poste de chancelière. C'est quand même quelqu'un qui a été ministre de l'écologie, elle a été ministre des femmes aussi, sous Helmut Kohl, qui a été son mentor en politique. Elle est arrivée ensuite à la tête du parti lors de l'affaire des caisses noires, donc sur un financement illégal du CDU. Donc c'est une femme qui a réussi à s'imposer au sein du CDU, qui est un parti conservateur, en tant que femme. Donc elle est passée d'un statut de Das Mädchen, donc la gamine, à la Mutti, donc la mère de la nation. Angela Merkel s'apprête aujourd'hui à quitter la chancellerie avec une popularité à toute épreuve. Après pas loin de 16 années au pouvoir, la dirigeante a marqué par son positionnement centriste et un certain pragmatisme. Son bilan positif, elle le doit aussi à ses 12 années d'alliance avec les sociaux-démocrates du SPD et à des circonstances économiques favorables, explique Marie Krpata. Le bilan finalement est un bilan positif sur le plan économique. C'est
la puissance parmi les membres du G7 qui a connu la plus forte croissance en termes de PIB par habitant sur ces 16 années passées. Il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent cela, et aussi les politiques de son prédécesseur Gerhard Schröder. Il y a aussi l'élargissement vers les pays d'Europe centrale et orientale, notamment en 2004 et en 2007, où les facteurs de production sont moins chers et où un certain nombre d'entreprises allemandes se sont établies. Il y a aussi une politique de la BCE, de la Banque centrale européenne, qui était particulièrement favorable au modèle économique allemand qui est basé sur les exportations. Sur le plan sociétal, sur le plan social, il y a une social-démocratisation presque de la politique d'Angela Merkel, donc quelque part une politique assez centriste de ce CDU, de CSU. On peut mentionner la Mutterrente, donc la retraite des mères, le congé parental, le quota des femmes dans les entreprises, le revenu minimum, le mariage pour tous, sont le résultat d'une politique de deux partis politiques, de la CDU et du SPD. Au niveau européen, Angela Merkel est aujourd'hui incontournable. Sa longévité à la tête de la première puissance du continent fascine, d'autant que ses mandats n'ont pas été de tout repos. Effectivement, en Allemagne, on l'appelle la Krisenkanzlerin, donc la chancelière qui a dû surmonter un certain nombre de crises. Il y a la crise relative au traité établissant la Constitution pour l'Europe, qui avait été rejeté par la France. Il y a effectivement également la crise économique et financière. On peut également mentionner la crise de Fukushima, qui a eu des répercussions ensuite sur le modèle énergétique allemand. Il y a la crise, entre guillemets, migratoire en 2015, avec l'accueil de 1 million de réfugiés. On a eu aussi la crise du Brexit, la montée des populismes en 2016. On a connu évidemment la crise de la Covid-19, donc il y a une succession de crises qu'elle a dû gérer, donc c'est pour ça que beaucoup d'analystes parlent d'une Angela Merkel qui était davantage gestionnaire qu'ambitieuse. Alors bien sûr, on peut reconnaître à Angela Merkel plusieurs succès. L'adoption en 2007 du traité de Lisbonne, après le rejet du traité constitutionnel, ou encore l'accueil d'1 million de réfugiés au plus fort de la crise migratoire en 2015. Et enfin, l'adoption du plan de relance en réponse à la crise du Covid-19. Mais la chancelière est également critiquée pour sa rigidité lors de la crise de la zone euro et pour un certain manque d'ambition sur les questions climatiques, internationales ou encore sur la réforme de l'Europe politique. On a l'impression qu'il y a des rendez-vous manqués quelque part. La crise de la Grèce a causé des tensions au sein de l'Union européenne. On se souvient de la Troïka, imposant des mesures d'austérité à des pays comme la Grèce, avec des coupes budgétaires importantes. Et dans le même temps, Angela Merkel était critiquée sur le plan interne pour cette politique, car jugée trop laxiste. On peut mentionner aussi, en 2017, Emmanuel Macron avait fait son discours à la Sorbonne avec un certain nombre de propositions pour l'Union européenne, et la réponse allemande s'était fait attendre, et cela était dû, là encore, à des priorités données à la politique intérieure, puisque on était en phase de négociation en 2017 pour la prochaine coalition. Donc il faut voir ces deux plans. D'une part, les ambitions européennes, et d'autre part, les enjeux domestiques également. Ce qu'on a parfois du mal à comprendre en France, c'est qu'on est dans un régime parlementaire, un régime de coalition, où en tant que chancelier, on n'a pas la même marge de manœuvre que le président français. Le système présidentiel français est beaucoup plus vertical. En Allemagne, il y a une culture du dialogue, à la fois avec le Bundestag, mais aussi avec son partenaire de coalition. Côté français, justement, la chancelière a connu 4 présidents. S'il y a en effet pu avoir des hauts et des bas au sein du couple franco-allemand, chaque couple a fini par s'entendre. Certains analystes disent qu'elle a grandi en Allemagne de l'Est et que, à ce propos, elle n'a peut-être pas la même culture qu'un Konrad Adenauer qui incarne une Allemagne plus rhénane et plus proche de la France. Je pense qu'il faut voir à travers chacun de ces couples aussi les personnalités françaises qu'il y avait en face. Donc avec Jacques Chirac, on avait un président français qui était en fin de mandat, qui avait été affronté
le référendum négatif sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Avec Nicolas Sarkozy, on avait quand même deux tempéraments très différents, avec un Nicolas Sarkozy très impulsif, très impatient. On a fini par parler du couple Merkozy, donc quelque part ils se sont apprivoisés l'un et l'autre. François Hollande, ce couple est parti d'un mauvais pied. Angela Merkel avait soutenu Nicolas Sarkozy lors des élections présidentielles en 2012. Mais là aussi, c'est un couple qui a fini par s'apprivoiser. Et puis ensuite vient le couple donc Emmanuel Macron, Angela Merkel. Je pense qu'il y a une certaine affinité entre ces deux personnages. Maintenant, il y a un certain nombre de rendez-vous manqués, mais je verrais comme un des points principaux le plan de relance européen basé sur un plan franco-allemand. C'est un revirement de la politique allemande. Et donc ça va être intéressant de voir comment cela va évoluer à l'avenir. L'avenir. À quoi ressemblera-t-il pour l'Allemagne et l'Europe sans Angela Merkel? Les élections de septembre ont montré un certain éclatement du paysage politique allemand. Alors que la CDU enregistre le pire score de son histoire, le prochain gouvernement sera selon toute vraisemblance dirigé par le social-démocrate Olaf Scholz, actuel ministre des Finances, en coalition avec les Verts et les libéraux. Mais au niveau européen, arrivera-t-il à incarner ce qu'incarnait Merkel et à faire preuve de plus d'ambition? L'avantage d'Olaf Scholz, c'est qu'il connaît ses homologues en France et au sein de l'Union européenne. Et c'est aussi un social-démocrate, c'est-à-dire que, vous savez qu'en Allemagne, il y a la question de la rigueur budgétaire et du fait de ne pas engager de dette. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'Allemagne, c'est la locomotive économique de l'Union européenne, là où la France est parfois la locomotive politique. Au vu des ambitions de l'Europe, que ce soit de rester leader sur le plan technologique et de l'innovation et de mettre en œuvre la transition écologique et numérique, il est important d'avoir quelqu'un en Allemagne qui soit ambitieux en la matière, connaisse ses homologues. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que on va pouvoir négocier sur les dettes à engager, par exemple, sur le pacte de stabilité et de croissance. Donc ça, c'est le grand enjeu qui va se poser et qui ne dépendra pas seulement du chancelier en tant que tel, mais qui dépendra de la coalition. Les élections allemandes ont été la grande actualité du mois dernier. Mais d'autres événements ont également agité la sphère européenne. Arnaud Vercherin, depuis Strasbourg, revient pour Acropole sur l'actualité des institutions européennes. Mercredi 15 septembre, Ursula von der Leyen a présenté son traditionnel discours sur l'état de l'Union au Parlement européen, réuni pour l'occasion en session plénière à Strasbourg. Alors pourquoi est-ce un moment important pour l'Union européenne, ce discours ? Eh bien parce qu'il fait le lien entre les 2 années de travail des institutions, entre celle d'abord qui vient de s'écouler en dressant le bilan des avancées, et puis celle qui commence en annonçant les prochains défis et projets qui attendent l'Europe. C'est le traité de Lisbonne de 2007 qui l'a instauré en s'inspirant du modèle américain. L'idée était bien sûr de rendre plus visible le travail de l'Europe en créant une échéance médiatisée et donc susceptible d'intéresser les citoyens. Mais ce discours représente aussi une victoire politique pour le Parlement européen qui cherche toujours à peser un peu plus dans les prises de décision. Alors, que retenir de l'intervention de Madame von der Leyen ? Impossible de tout résumer dans le détail ici, mais on peut retenir ces points suivants. Elle était bien sûr attendue sur le bilan de la lutte contre le Covid-19 en Europe. À ce titre, la présidente s'est félicitée des 70% d'adultes vaccinés sur l'ensemble du territoire de l'UE, désormais devant les États-Unis. Souvenez-vous, en début d'année, l'Europe avait péniblement commencé sa campagne vaccinale à la base de livraisons non acheminées et couacs administratifs. Il était donc important pour la Commission de rappeler le succès désormais effectif de la collaboration entre les différents États membres et de mentionner l'envoi de doses aux pays les plus pauvres. Le deuxième point important était la relance économique. Von der Leyen a tenu à rassurer une partie des Européens qui étaient encore traumatisés par la réponse de Bruxelles face à la crise financière de 2008. Pas de mesures d'austérité annoncées donc, bien au contraire. La Commission ne prévoit pas de réinstaurer le pacte de stabilité avant 2023. C'est ce fameux pacte qui encadre la dette et le déficit des États membres. Mais les débats sur la réforme de ce pacte, qui avait d'ailleurs débuté avant la pandémie, risquent de se poursuivre pendant encore longtemps.
La présidente se devait aussi de revenir sur l'été meurtrier qui a touché l'Europe. Inondations catastrophiques en Belgique et dans l'Ouest allemand, causant plus d'une centaine de morts. Feux difficilement maîtrisables en Grèce, mais aussi dans le sud de la France, sans compter le rapport plus qu'alarmant du GIEC paru en août. Elle le reconnaît, et ce sont ses mots, c'est mauvais. Et s'est contentée d'un « nous pouvons encore faire quelque chose » pour ensuite rappeler l'ambition du pacte vert européen visant à réduire de 55% les émissions de carbone d'ici à 2030 et annoncer le doublement du financement extérieur pour la biodiversité. Enfin, la présidente a abordé l'épineuse question de la défense européenne. À défaut d'avoir un bilan à présenter, von der Leyen a regretté le manque de volonté politique des Européens sur ce sujet, rappelant que l'Europe a pourtant les capacités économiques, mais aussi les capacités militaires et technologiques de bâtir cette défense. Elle a annoncé l'organisation d'un sommet sur la défense dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022. Bien d'autres sujets ont donc été abordés. Une loi contre les violences faites aux femmes sera proposée par la Commission. 100 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaires seront envoyés à destination de l'Afghanistan. Et un projet de loi contre les sociétés écrans permettant la dissimulation des profits est en construction. Des sujets donc qui ne manqueront pas d'animer l'actualité européenne des prochains mois. Les eurodéputés étaient de nouveau réunis à Strasbourg au début du mois. Arnaud, tu y étais. Quels ont été les grands sujets de cette plénière ? 2 sujets majeurs étaient au centre de cette session. Tout d'abord, l'événement qui est venu perturber cette plénière et l'électriser, c'est bien sûr la révélation quelques jours plus tôt des Pandora Papers. Cette fameuse enquête d'exception dans laquelle des journalistes d'investigation ont dévoilé une liste de personnes souvent connues du grand public qui pratiqueraient l'évasion fiscale. On parle de plusieurs milliers de milliards de dollars dissimulés. L'UE n'est évidemment pas exemptée de critiques. Certains États membres comme le Luxembourg, les Pays-Bas ou l'Irlande sont régulièrement accusés d'être des paradis fiscaux, mais cette fois une trentaine de responsables politiques européens ont directement été mis en cause. Alors le scandale a animé les débats au Parlement. Les eurodéputés ont exprimé avec une unanimité rare leur sidération, pointant du doigt le manque de courage politique de la Commission et des États membres dans la lutte contre l'évasion fiscale. Ces débats s'inscrivent dans le contexte de la réforme de la fiscalité des entreprises, actuellement débattue au sein de l'OCDE. Certains ont ainsi demandé à ce que l'Union européenne aille encore plus loin que l'accord international que plus de 130 pays devraient signer. Enfin, les députés ont condamné la présence des responsables politiques européens dans ces révélations et ont demandé des réactions face aux évidents risques de conflit d'intérêts dans ces affaires. L'autre grand sujet de cette plénière était le débat sur la sécurité énergétique et la hausse des prix de l'énergie qui touche l'Europe. L'hémicycle strasbourgeois était invité à débattre sur les solutions à apporter face à cette crise. L'Estonienne Kadri Simson, commissaire à l'énergie, était là pour montrer la détermination de la Commission à réagir. Elle a aussi appelé au soutien du Parlement et a souligné que cette flambée de prix n'avait aucun lien avec la politique climatique de l'Union européenne. Le débat a vu les positions se crisper. Philippe Lambert, eurodéputé belge, y a vu la manifestation de l'urgence climatique et a plaidé pour une transition rapide et sociale de l'Europe. Je le cite. « Sans justice sociale, la transition écologique n'aura pas lieu. Et sans transition écologique, ce sont nos sociétés qui s'effondreront. » La gauche, par la voix de sa coprésidente Manon Aubry, a accusé l'Union d'avoir fait de l'énergie, je la cite, « un produit comme un autre avec lequel vous pouvez spéculer et faire des profits ». Du côté des sociodémocrates, Irache García Pérez a invité la Commission à présenter un plan pour harmoniser les réponses des États membres lorsque l'Europe fait face à ce genre d'inflation. Elle a également condamné la spéculation sur le marché de l'énergie et a encouragé la création de nouvelles normes afin de garantir des prix énergétiques moins onéreux. Christophe Grudler, eurodéputé français, a parlé au nom de son groupe centriste Renew pour promouvoir l'idée d'une politique européenne de l'énergie qui, elle, se développerait autour de nouvelles technologies telles que l'hydrogène. Enfin, la droite nationaliste a pointé du doigt la vulnérabilité dans laquelle l'Union européenne placerait les États membres. Joël Mélin, du Rassemblement national, a chargé les institutions européennes. Les États membres devraient être en mesure de prendre eux-mêmes des décisions sur leur bouquet énergétique et ne devraient pas avoir faire partie de cet échec. Une session donc riche en positions, mais aussi riche en opposition. Les eurodéputés reviendront exceptionnellement une seconde fois à Strasbourg pour une autre plénière ce mois-ci, afin de rattraper celle du mois d'août où l'ensemble de l'hémicycle était en congé. Dans le reste de l'actualité internationale, vous avez sans doute entendu parler de la rupture surprise du contrat d'armement entre la France et l'Australie, au profit d'un contrat négocié secrètement entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni.
Ce retournement de veste a été l'occasion pour la France d'en appeler une nouvelle fois à plus d'autonomie stratégique européenne et à la construction d'une Europe de la défense. Toutefois, les Européens semblent faire l'autruche, à l'exception notable de la Grèce, qui a conclu un contrat d'armement avec la France fin septembre. Jean-Christophe, pour toi, ce manque de solidarité est en partie dû à une ambiguïté bien française. Peux-tu nous expliquer de quoi il en retourne ? En effet, il me semble que Paris n'est pas innocent dans cette timidité européenne. Prenons pour exemple l'épilogue de la crise franco-australienne. Le 29 septembre, le Premier ministre grec s'est rendu au palais de l'Élysée pour signer un accord pour la vente de 3 frégates de défense et d'intervention, ainsi qu'une 4e en option. Cette commande grecque s'inscrit dans la continuité de l'achat de 24 Rafales à la France. Au-delà de l'aspect commercial, ces exportations illustrent le rapprochement croissant entre Paris et Athènes, qui ont d'ailleurs accompagné cette dernière vente par la signature d'un accord de défense mutuelle. Pour la France, ce partenariat avec la Grèce sert 3 objectifs. Premièrement, protéger la Grèce et dissuader toute agression étrangère. Deuxièmement, balancer la montée en puissance et en agressivité de la Turquie. Et troisièmement, affirmer dans les faits la volonté française de construire une Europe de la défense. Pour la Grèce, le raisonnement est évidemment plus direct. Il s'agit avant tout de moderniser ses forces face à la Turquie. Et surtout, Athènes considère qu'elle ne peut pas continuer à miser toute sa défense sur la seule protection américaine, inconstante et à géométrie variable. Comment s'assurer, par exemple, que les États-Unis prendraient le parti de la Grèce en cas d'agression turque, alors même que les détroits et la force de frappe nucléaire de l'OTAN, qui abrite Ankara, sont bien plus stratégiques pour Washington. En cela, la Grèce suit le même raisonnement que la France sur la nécessité de l'autonomie stratégique européenne. Cependant, pourquoi la Grèce est-elle la seule à adhérer sans détour, dans les faits et dans les actes, à cette vision française ? De manière évidente, si la Grèce prend à ce point au sérieux la garantie de défense française, c'est parce que Paris a démontré sa capacité matérielle et politique à intervenir en cas de crise pendant l'été 2020, lorsque la Turquie a fait monter les tensions en mer Égée. Dans le même temps, le président Macron est devenu la critique la plus vocale et la plus visible à l'égard de l'OTAN. Enfin, la France et la Turquie s'affrontent déjà par armes interposées, en Irak du Nord, dans le Caucase et surtout en Libye. Il n'est donc pas surprenant qu'Athènes fasse pleinement confiance à la garantie française. A l'inverse, en mer Baltique, quelles sont les garanties françaises pouvant encourager les États baltes à ne pas miser leur sécurité uniquement sur les Américains et l'OTAN ? Quelles preuves ont-ils que les États membres de l'Europe occidentale viendraient à leur secours si la Russie s'avisait de leur imposer un chantage ou d'envahir une ferme lettonne ? C'est bien là que se cachent les raisons de l'échec du président Macron à fédérer ses partenaires derrière l'idéal d'une Europe autonome des Américains. Les États-Unis démontrent de manière bien plus crédible que la France leur capacité à protéger l'Europe de l'Est de la menace russe. Le conflit larvé entre la Grèce et la Turquie est en cela une exception qui permet à la France de réaffirmer avec force ses propositions. Mais il ne s'agit que d'une exception. Il me semble aussi évident que la France ne peut pas à la fois appeler les Européens à co-construire l'autonomie du continent et continuer à entretenir l'identité d'une France indépendante et non alignée sur la scène internationale. Lorsqu'Emmanuel Macron invite Vladimir Poutine en France pour apaiser les tensions avec la Russie, dans un esprit très gaullien, ses partenaires orientaux ne peuvent que s'imaginer la France les abandonner en cas de conflit. La France se positionne donc en adversaire de la Turquie, très visiblement, mais dans le même temps en partenaire critique de la Russie. Ces deux positions différentes produisent deux effets différents. Cependant, un changement de rhétorique ne serait sans doute pas suffisant. Contrairement à l'image qu'elle entretient d'elle-même, la France n'est plus vraiment en mesure de défendre l'Europe, et encore moins alors qu'elle intervient également au Sahel et dans le reste du monde. Avec une centaine de milliers de soldats dans l'armée de terre, la France ne peut en réalité en déployer que quelques milliers à la fois en opération. Le reste étant soit de repos, soit des postes administratifs, soit chargés de la défense du pays et des bases à travers le monde. Cela est bien trop peu face à l'armée russe et à ses services de renseignement rompus à la guerre hybride. In fine, l'autonomie stratégique européenne, telle que voulue par le président français, ne serait probablement qu'une utopie pendant encore de nombreuses années. Seule une mise en commun des moyens, une plus faible duplication des forces, et un véritable réinvestissement de l'Allemagne dans son armée pourraient donner les moyens matériels à cette autonomie. Les Français feraient donc bien de revoir à la baisse leurs espoirs d'une indépendance européenne vis-à-vis des États-Unis. La prochaine chronique est la première d'une série consacrée aux différentes critiques de l'idée européenne. Baptiste Gauthet, doctorant en histoire contemporaine à la Sorbonne et chroniqueur pour Acropole, nous présente aujourd'hui les principales critiques de l'intégration européenne venant de la gauche marxiste.
Aujourd'hui, nous débutons une série de chroniques pour parler de ceux qui, dès le milieu du 19e siècle, ont contesté et combattu les idées d'union entre les nations européennes, avant même que celles-ci se dotent d'institutions communes. Nous allons explorer ensemble les origines de l'euroscepticisme du milieu du XIXe siècle aux années 1930 et pour ce faire, nous nous sommes basés sur l'ouvrage de l'historien Bernard Brunto publié en 2018 aux éditions du CNRS et intitulé « Combattre l'Europe » de Lénine à Marine Le Pen. Pour cette première chronique, je vais vous parler de la critique communiste et marxiste du projet européen. Alors, une partie non négligeable des penseurs et des courants du socialisme au XIXe et au XXe siècle ont fait la part belle à la notion d'internationalisme, prônant la solidarité des prolétaires de tous les pays. Cet internationalisme prolétarien insistait sur l'unité des prolétaires dans une condition commune de soumission et d'exploitation au capitalisme bourgeois. Mais cet internationalisme est aussi porteur d'une utopie. Il théorise l'avènement d'un régime socialiste international, abolissant les frontières et unissant tous les hommes dans un monde ne connaissant ni classe ni exploitation. C'est l'adhésion à cette interprétation socialiste et marxiste de l'internationalisme qui pousse une part non négligeable des mouvements de la gauche à critiquer avec véhémence les différents projets européens qui sont vus comme autant de concurrents de cette vision marxiste et socialiste de l'internationalisme. Ainsi, dès 1849, Friedrich Engels s'en prend à ceux qu'il traite de rêveurs parce qu'ils croient en l'Europe fédérale et en 1867, Karl Marx condamne à son tour ceux qu'il nomme les charlatans pacifistes de la Ligue internationale de la paix et de la liberté. Dans leur célèbre manifeste du Parti communiste, publié en 1848, les deux auteurs croient déceler dans le pacifisme et dans les États-Unis d'Europe ce qu'ils appellent une alliance sacrée des pays capitalistes et bourgeois, dont l'objectif serait de contrer la progression du communisme en Europe. En effet, selon les auteurs marxistes, ces projets européens invisibilisent la logique de lutte des classes et permettent, comme le dénonce Marx, une fraternisation entre les classes bourgeoises de toutes les nations, c'est-à-dire en fait une fraternisation de tous les oppresseurs contre tous les opprimés. Mais surtout, ce fédéralisme européen est vécu comme un frein à la dialectique de l'histoire. Ce concept développé par Marx, selon lequel l'histoire humaine serait divisée en plusieurs étapes, le capitalisme représentant la phase finale du développement historique, avant donc la fin de l'histoire, caractérisée par l'avènement du socialisme. Pour les marxistes, le cadre donné par les États-nations est un des piliers de ce processus historique et une Europe fédérale qui affaiblirait les États-nations contreviendrait aux conditions d'émergence d'une révolution socialiste. L'URSS, que ce soit au temps de Lénine ou de Staline, a également tenu un discours de condamnation du fédéralisme européen en reprenant les arguments de la critique marxiste. Par exemple, Lénine voyait dans le fédéralisme européen le bras armé d'une entreprise de spoliation à grande échelle menée par les pays capitalistes et impérialistes. Il reprenait également l'argument selon lequel le projet des États-Unis d'Europe, ce projet de paix bourgeoise, pour reprendre ces termes, servirait surtout à contrer le socialisme européen. Chez Staline, s'il y a une réutilisation de ces arguments, la rhétorique anti-européenne de l'URSS évolue quelque peu. En effet, dans les années 1930, la position de Moscou change avec le contexte, et les soviétiques, après avoir longuement et violemment dénoncé la Société des Nations, la conférence de Locarno et, disons, le projet européen en général, indiquent leur volonté de reconnaissance internationale et donc leur désir de participation aux affaires européennes. Ce changement d'attitude s'explique par la nécessité pour l'URSS de soutenir l'effort économique du pays au moment où Staline lance des grands plans de collectivisation et d'industrialisation. On voit ainsi se combiner d'un côté une dénonciation forte du projet européen, vu comme réactionnaire, impérialiste et antisocialiste, et de l'autre, une certaine forme de pragmatisme géopolitique, la politique extérieure de l'URSS s'adaptant aux exigences de sa politique intérieure. Il est aussi tout à fait fascinant de voir de nouveaux arguments apparaître dans la condamnation stalinienne de l'Europe. Très influencé par l'anti-occidentalisme d'auteurs comme Oswald Spengler ou Ernest Jünger, des auteurs allemands de la révolution conservatrice des années 1920, Staline enrichit sa condamnation de l'Europe bourgeoise avec des arguments civilisationnels. Ces auteurs fustigent les valeurs démocratiques et commerciales héritées des Lumières et de 1789, auxquelles ils opposent une vision héroïque de l'individu se sacrifiant pour la nation. Staline, qui méprise l'esprit marchand d'Occident et qui lui aussi exalte les valeurs guerrières d'un individu héros se sacrifiant pour la collectivité, se reconnaît dans cet anti-occidentalisme et voit dans les projets européens l'expansion d'une culture capitaliste
moralement perverse et donc à combattre. À cette Europe de l'Ouest démocratique, libérale, capitaliste, individualiste et commerçante, il oppose une civilisation d'une Europe de l'Est virile et martiale dont le surhomme soviétique du stakhanovisme est le symbole. Ici, la condamnation stalinienne d'un Occident dépravé se recoupe à la critique nationaliste et conservatrice du projet européen, critique que nous examinerons ensemble dans le prochain épisode d'Acropole. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis et bienvenue si vous nous découvrez. Merci beaucoup à Marie Prata pour ses réponses, ainsi qu'à Arnaud, Jean-Christophe et Baptiste pour leurs chroniques de ce mois-ci. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion afin de ne pas rater les prochaines actus du podcast et nos prochains formats, ou pour réécouter nos précédents épisodes. À très vite!